Engager et transformer, c'est le titre de cette table ronde. Comment faire de vos collaborateurs des acteurs du changement? Quels outils, quelles expériences leur proposer? À mes côtés, Jean-Sébastien Blanc, directeur général adjoint en charge des ressources humaines chez Engie, Marissa Ramaillard, cofondatrice de Region School, et Chantal Paire de Fabrègue, responsable leadership development and change management chez BNP Paribas. Merci à tous les trois pour votre présence ici ce matin pour cette matinée Beyond Skills. En préparant cette table ronde, vous avez beaucoup insisté les uns et les autres sur le sujet de l'engagement des collaborateurs. Jean-Sébastien Blanc, que mettez-vous précisément derrière cette notion de l'engagement ? Le sujet d'engagement, pour moi, il a essentiellement trois composantes. C'est quel est le sens de l'entreprise, donc la raison d'être. Chez Engie, on a une raison d'être qui est très claire. On veut être les leaders dans la transition énergétique et on est convaincu qu'on a un rôle clé à jouer. Donc ce sens-là, il est premier et nos enquêtes d'engagement montrent à quel point il est important. La deuxième chose, c'est quelle est ma contribution à moi en tant qu'individu à cette direction de l'entreprise, qui est la connexion peut-être la moins évidente à faire au quotidien, surtout quand vous êtes dans une entreprise en transformation où les métiers évoluent beaucoup. Et puis la troisième chose qui a un rapport avec l'engagement, c'est finalement qu'est-ce qui fait que je suis bien dans l'entreprise ? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans un collectif? J'ai beaucoup aimé la précédente table ronde où les témoignages en vidéo, où on parlait d'être ensemble. Eh bien, c'est cette façon d'être ensemble, c'est cette relation avec le management, c'est cette dimension humaine qui fait qu'à un moment donné, j'aurais envie, moi, en termes d'engagement, de donner ce supplément d'âme, ce petit plus, ce extra mile, comme disent les Belges, qui permet de faire plus. Et finalement, ce qu'on cherche tous en créant les conditions de l'engagement, c'est de donner aux collaborateurs l'envie de se dépasser. C'est un mot un peu Jeux Olympiques, mais c'est un petit peu ça quand même l'idée derrière. Chantal Paire de Fabrègue, une expérience collaborateur positive, c'est indispensable pour accompagner la transformation des entreprises? Alors je dirais un grand oui, parce que il se dit souvent que 75% des transformations ne se réussissent pas parce qu'on n'a pas pris en compte le capital humain. Donc en effet, pour une entreprise de service, comme c'est le cas chez BNP Paribas, le capital humain, c'est quelque chose de fondamental. Donc on cherche à soigner l'expérience des collaborateurs. Et d'ailleurs, on s'est fortement rendu compte qu'on ne pouvait pas accompagner les clients, qui était notre, évidemment, cœur de métier, sans accompagner les collaborateurs. Donc on cherche à toutes les étapes de la vie des collaborateurs à ce qu'ils aient une expérience positive. Et pour faire cela, eh bien, on a mis en place depuis assez longtemps, mais on s'est réformé sur le sujet, des enquêtes, que ce soit des enquêtes transactionnelles, on a parlé de ça ce matin, mais aussi des enquêtes plus structurantes, où on va interroger les collaborateurs sur ce qu'ils vivent dans leurs différentes expériences au quotidien dans l'entreprise, et on va aller chercher les irritants et travailler ces irritants. Alors peut-être, pour faire ça, je dirais qu'on utilise beaucoup la méthode agile, que beaucoup de personnes ici connaissent, qui a cette vocation à travailler en fait l'amélioration en continu. Et donc on va aller chercher comment on peut améliorer chaque expérience de collaborateur pour que il soit au quotidien très vivant dans l'entreprise, très engagé, pour reprendre ces mots, et puis pour qu'il accompagne donc en étant engagé la transformation de l'entreprise. Je peux citer peut-être deux exemples qui font écho à ce qui s'est dit ce matin sur le sujet de l'onboarding. On est tous à passer beaucoup de temps à être très efficaces sur les recrutements. On recrute, on chasse des talents de partout, on essaye de les faire venir dans l'entreprise, de les retenir. Et en fait, on ne passe pas assez de temps sur la façon dont on va les onboarder dans l'entreprise. Et on s'est rendu compte, chez nous en tout cas, que on avait pas mal de choses à améliorer. Et il fallait commencer la fidélisation et l'engagement du collaborateur avant qu'il soit dans l'entreprise. Donc maintenant, on commence à établir des relations avec les collaborateurs bien avant, les futurs collaborateurs, bien avant qu'ils soient dans l'entreprise. Un autre parcours sur lequel on travaille très intensément en ce moment, c'est le parcours de je veux être employable. Donc évidemment, ça c'est un sujet qui nous a toujours tous occupés, les grandes entreprises et les moins grandes entreprises, ça nous a toujours occupés. Mais là, c'est avec la transformation dont on a parlé depuis ce matin, c'est fondamental. Et donc on essaie de se mettre à la place de différents collaborateurs, des très jeunes, des moins jeunes, des hauts potentiels, des collaborateurs plus normaux, j'allais dire, des gens qui sont dans des pays, qui sont éloignés du headquarter, des gens qui sont au headquarter. Comment, pour eux, on va leur faire vivre une expérience positive sur leur employabilité,
parce que c'est fondamental. Marie-Sarah Maillard, vous êtes très sensible à ces sujets de transformation en termes d'évolution des compétences. C'est vraiment ce qui est à l'origine de la création de Regen School. Exactement, donc Regen School est né en fait d'une difficulté qu'on a eue à recruter des talents qui nous permettaient d'innover en allant beaucoup plus loin, notamment sur des sujets financiers. Donc on cherchait à aller recruter des talents qui nous aideraient à inventer un fonds d'investissement de 2050 en fait. Ça veut dire quoi être actionnaire en 2050 ? Et on s'est rendu compte que l'homogénéité aujourd'hui des talents qui sortent des grandes écoles traditionnelles nous permettait d'avoir des personnes sensibilisées au sujet de demain, mais qui n'allaient pas forcément nous aider à challenger les modèles de performance, les modèles de productivité qu'on connaissait. Et donc on s'est intéressé à ce qui fait en fait l'économie du savoir. On a beaucoup parlé d'économie de l'intelligence aujourd'hui. Et étrangement, on s'est rendu compte que l'éducation, c'est un endroit où finalement le corpus de ce que vous apprenez n'a pas beaucoup changé depuis les années 60 ou 70. Il y a une inertie extrêmement forte entre les syllabus, les référentiels de compétences, pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas explorer aujourd'hui, mais qui fait qu'on met beaucoup de temps, environ 10 ans, entre ce que le terrain économique et ce que les entreprises remontent comme besoin de compétences et ce que les écoles enseignent. Et donc l'objectif, c'était justement de recréer du lien, de redorer le blason des entreprises aussi auprès d'une jeunesse qui aujourd'hui, sur le terrain, est extrêmement défiante par rapport au monde de l'entreprise. Un exemple hyper concret, toutes les promotions qui arrivent donc, dans l'enseignement supérieur chez nous, on leur fait faire un petit test, une mise en situation, hyper bête. Hein. On leur demande de mimer, il y a quelqu'un qui joue le rôle d'un manager, d'un patron, d'une patronne, quelques salariés présents dans l'entreprise depuis déjà quelques années, on leur dit, bon, voilà, et un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arriverait sur une nouvelle journée pour son premier jour. Et on leur donne aucune information sur la culture de l'entreprise, sur est-ce que c'est du positif, du négatif. On essaie de ne pas les biaiser. On leur demande, on les met vraiment comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes en situation d'accueil, d'entraide. On les met face à différentes choses qui peuvent arriver, éléments exogènes. 90% des étudiants qui passent par ce petit test assez simple miment une relation managériale et hiérarchique extrêmement négative. Donc, et sachant qu'en plus, on sélectionne quand même 10% des candidats admis à l'école, donc plutôt sur des valeurs de personnes entrepreneuriales, proactives, qui ont envie de faire. Donc l'échantillon, en plus, est biaisé positivement, je pense, sur un côté entrepreneurial. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup entendu parler ce matin de transactionnalité et de lien social à remettre dans l'entreprise. On se rend compte que côté aussi collaborateurs qui arrivent, donner du sens, comme on en parlait, ça veut dire se reconnecter au collectif dans l'entreprise, se reconnecter à l'effet, à l'utilité en fait d'une entreprise dans le monde aujourd'hui. Donc on travaille énormément là-dessus. Jean-Sébastien Blanc, quelles sont les compétences, les compétences, les comportements à développer de votre point de vue pour œuvrer à la transformation de l'entreprise ? C'est un peu une question où le risque d'avoir une réponse de bateau est assez élevé. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à la question. Fondamentalement, dans l'entreprise, on a besoin de gens qui avancent sur deux jambes, et ces deux jambes sont plus ou moins musclées selon le type de parcours, de métier, de niveau hiérarchique. Il y a la jambe du métier, de la compétence. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des risques ou que ces compétences deviennent obsolètes, ou que ces compétences soient impactées par la technologie. Donc on doit avoir vraiment une vigilance très forte à toujours maintenir ce focus sur les compétences. Et je pense qu'une entreprise, un collaborateur qui garde le focus sur finalement c'est quoi mon cœur de métier et comment je continue à capitaliser là-dessus ne peut jamais être dans l'erreur. Et puis la deuxième jambe qu'il faut plus ou moins muscler, c'est celle de ce qu'on appelle les soft skills ou les éléments comportementaux. Et c'est là où, à mon avis, on voit monter en puissance des choses qui existaient déjà auparavant, qui sont les capacités d'agilité, les capacités de collaboration, les capacités de travailler ensemble, les capacités de s'adapter à la vitesse de changement des environnements. Mais là, il faut qu'on fasse attention, c'est que le sujet de ces deux jambes, il est indissociable de la capacité de l'organisation à créer un cadre où justement les personnes seront agiles, sauront finalement s'adapter. Le risque qu'on a, c'est à trop travailler sur les compétences et pas assez sur la flexibilité et l'agilité de l'organisation, c'est qu'on crée un décalage entre la capacité des individus et la capacité de l'organisation à s'adapter. Et je vais être plus concret maintenant, un travail que l'on fait beaucoup chez Engie et que font d'autres groupes aujourd'hui, c'est une réflexion sur le nombre de niveaux hiérarchiques
et le nombre de reporting par manager, ce qu'on appelle les span and layers. C'est clairement un sujet sur lequel on s'est attaqué maintenant qu'on a des outils informatiques qui nous permettent de mieux visualiser l'organisation, parce qu'on réalise qu'avoir 7, 8, 9, 10 niveaux entre l'opérationnel de base et la CEO, c'est juste insane, c'est juste malsain pour l'organisation en termes de vitesse de communication, de vitesse de prise de décision, de niveau de responsabilité et de capacité d'agir des individus. Et c'est en plus extrêmement coûteux. Donc je pense que c'est à la fois avoir une organisation qui soit la plus légère possible, la plus agile, tout en étant une organisation, et en même temps ce travail sur les deux jambes. Chantal Perdé-Fabrec, ce travail sur les deux jambes, ça vous parle? Oui, merci. Écoutez, merci pour toute cette introduction, parce que ça appuie très bien mon propos. Donc déjà, définir les compétences de demain, c'est difficile, on l'a vu depuis ce matin, puisque ça change tout le temps. Donc on sait qu'il y a des impératifs. Donc nous, en fait, chez BNP Paribas, on a fait le choix. On a des convictions très fortes en matière de finances durables, hein, comme chez Engie. Hein, on veut être un leader de la finance responsable. Donc on a des convictions très fortes sur ça et sur le leadership qui va avec. Et par ailleurs, on sait qu'évidemment, la tech est là. Donc comme toutes les entreprises, comme on l'a dit ce matin, on doit absolument devenir très compétent sur la tech. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour créer un cadre, pour faire en sorte que ça se passe ? Eh bien, on a fait différentes choses. Je vais en citer quelques-unes, sinon je serai un peu trop longue. On a déjà redéfini nos modèles de leadership. Donc, on a commencé ça il y a quelques années déjà, il y a 4 ans maintenant. On a redéfini qu'est-ce qu'on attendait d'un leader, quelles étaient les compétences et les comportements inspirants que l'on attendait d'un leader dans le cadre de notre plan stratégique qui s'appelle GTS, qui veut dire Growth, Technology and Sustainability. Comment je peux avoir une croissance durable pour nous et pour la société, tout en m'appuyant sur la technologie. Donc on a regardé quels étaient les ingrédients pour qu'un leader puisse incarner ses comportements et ses compétences et puisse inspirer tous les collaborateurs qui l'entourent. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Donc on a travaillé sur le sujet de la capacité à pouvoir sortir de son propre écosystème et s'intéresser à l'écosystème extérieur, bien sûr. La capacité à travailler en transversal, puisque plus rien ne peut être fait de façon très silotée. La capacité à inclure, à écouter, à inclure. La capacité à être entrepreneurial, à avoir du courage, à prendre des décisions, à être résilient. Donc voilà, toutes ces thématiques. Et ce modèle de leadership, on l'a cascadé sur toutes les couches de l'organisation. Donc on a fait quelque chose qui était correspondant pour les managers et aussi pour nos leaders de demain et enfin pour nos collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, on a la responsabilité de former les collaborateurs. Donc je l'ai cité, une académie qu'on a créée à plusieurs dans l'entreprise, toute une équipe, la Sustainability Academy, et on est en train de réfléchir à la même chose pour la tech, bien sûr, où là, on a créé des parcours pour tous les niveaux de l'organisation. Donc pour les collaborateurs, qu'ils appartiennent donc sur du knowledge, assez commun à l'entreprise, mais aussi sur du knowledge spécifique. Vous le savez, BNP Paribas, c'est un assemblage de plein de métiers. On fait de la voiture, on fait de la banque, on fait du commerce, on fait des tas de choses. Donc en effet, il fallait un savoir commun, mais aussi un savoir un peu spécifique aux différentes entités et environnements. On a travaillé là-dessus, on a travaillé sur un parcours pour les top exécutives, puisque eux aussi, ils doivent être absolument compétents sur ce que ça veut dire d'être un leader de la finance durable. Et on a travaillé aussi sur des programmes pour nos hauts potentiels, puisque pour nous, ce sont des acteurs, des agents du changement. Il faut donc qu'ils soient plus équipés que d'autres sur le sujet pour accélérer. Enfin, je terminerai par là pour pas monopoliser la parole. On a aussi un hub de transformation qui s'appelle Bivouac. Ce hub de transformation, c'est un hub dans lequel on travaille sur toutes les transformations qui vont nous arriver, donc particulièrement la sustainability et la tech. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est que ce hub, en fait, il fait travailler des collectifs. Donc là, on sort du sujet individuel, il met en mouvement des collectifs de façon très transverse à notre organisation et il fait bouger les lignes et il fait monter en compétences et monter en comportement des collectifs entiers sur des sujets d'avenir. Marie-Sarah Maillard, je rebondis sur ce que Chantal disait, sur cette capacité à travailler en transversal. Ça doit faire écho
à ce que vous proposez à Region School avec de nouveaux types d'expériences apprenantes? Oui, tout à fait. C'est des choses plutôt sur un point positif qu'on avait identifié au moment où on a créé les programmes. On avait interviewé environ 400 à 500 dirigeants d'ETI, grands groupes, sur les compétences qui manquaient pour transformer leurs organisations. On est vraiment parti justement du sujet modèle économique, parce que pour nous, un des enjeux, c'était de faire en sorte que les sujets de sustainability ou de transformation soient des enjeux stratégiques et non pas silotés. Et en effet, toutes ces compétences du collectif, on voit que tous les dirigeants les citent. Donc c'était vraiment intéressant de voir que des sujets de créativité dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'était un des top 3 enjeux qui ressortaient des conversations avec des directions générales. Et quand on voit ce que ça veut dire créativité, je pense qu'en France notamment, par rapport au monde anglo-saxon, on a encore trop tendance à penser que ça vient uniquement des industries créatives. En fait, c'est encore vécu comme quelque chose de très différent de la sphère des ingénieurs ou de la sphère des métiers techniques. Alors qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, quand on regarde un certain nombre d'études de recherche, on voit que la créativité, c'est la capacité à penser par analogie entre deux choses différentes. Donc en fait, c'est quelque chose de plutôt très analytique et c'est surtout les expériences vécues et la diversité des expériences qui permet d'être créatif. Et donc on voit que ce soit au niveau individuel ou collectif, être capable d'amener ça dans les organisations et de penser en collectif, ça fait partie aujourd'hui des top 10 compétences que toutes les études internationales sur ce que demandent les entreprises demandent. Et nous, dans les expériences dans les classes, un truc très très concret, on ne note plus par exemple la participation orale d'un étudiant dans la classe. On note jusqu'à 25% des résultats des étudiants sur la capacité à aider le groupe. Et en fait, on traîne tous nos intervenants externes, qui sont d'ailleurs à 80% des professionnels et non pas des professeurs, sur le fait de déceler les aidants. Donc on parlait des personnes collectifs et l'équipe. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est des petites choses, mais on remarque toujours la personne qui va prendre les 5 minutes entre deux classes pour aller aider son camarade. La personne qui, quand quelqu'un n'arrive pas à répondre ou à comprendre un concept dans la classe, va lever la main ou s'interrompre dans sa tâche pour aller aider. Et ça, c'est extrêmement valorisé très tôt, de manière à ce que on fasse comprendre que le collectif est important. Pareil, sur la responsabilité, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup tous parlé. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de dire que les entreprises doivent devenir plus humaines avec une baisse d'exigence. Je me permets d'être un tout petit peu les pieds dans le plat, mais parfois, on a le sentiment que parce qu'on parle de sustainability, parce qu'on parle d'humain, d'un coup on peut être moins bon. Comme si en fait, c'était le monde d'avant qui pouvait être super exigeant, très KPIisé, avec du résultat, et que nous, maintenant qu'on veut parler de bienveillance, du fait d'aller bien, en termes de santé mentale, on devait devenir d'un coup moins performant. Je pense que c'est pas le cas, ça sera jamais attirant pour les gens bons. Je pense qu'il faut réconcilier en fait ces sujets d'humanité avec les sujets de performance, mais changer la définition de performance. Donc nous, très concrètement, ce qu'on essaie de faire, et je pense qu'on va pas craquer le truc non plus, hein, j'apprends énormément en vous écoutant parce que vous êtes le tissu économique et on doit en tant qu'école y répondre. Mais par exemple, on responsabilise les gens sur leur apprentissage. On leur dit, alors déjà, vous allez vous auto-évaluer, alors pas vous que envers vous, vous allez noter vos camarades. Donc 25% encore, ce sera pas... Et ce n'est pas vos profs qui sont les sachants, ni vos boîtes qui sont là que pour vous former. On est là pour vous donner des outils, on est là pour vous donner des choses, mais c'est à vous de les saisir. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que les entreprises doivent permettre et transmettre. Et je finirai par la notion de transparence radicale, que je trouve très intéressante à la fois dans l'éducation, mais dans les entreprises qui accueillent nos apprenants. Être extrêmement transparent sur les difficultés auxquelles fait face l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. On parle beaucoup de prospective, nous, dans nos cours, c'est-à-dire la capacité dans un monde complexe à gérer l'incertitude. Mais en fait, souvent, on voit que le futur est très bien éclairé par la capacité des personnes à comprendre le passé. Or, que ce soit dans les écoles de gestion de nos entreprises, on a tendance à voir les choses de manière un peu figée. Donc ouais, ça fait complètement écho à ce qu'on voit dans l'éducation. Jean-Sébastien Blanche, vous voyez sourire, l'entreprise doit être plus humaine tout en restant performante. J'ai bien aimé ce qu'a dit Marie-Sara et c'est vraiment au cœur de nos réflexions parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. On a toujours le risque d'opposer le care à l'exigence, la bienveillance et l'exigence. Et il y a souvent une confusion, alors que pour moi, l'exigence est un levier de la bienveillance et la bienveillance est un levier de l'exigence. Je vais donner 2 ou 3 exemples d'erreurs managériales qu'on fait assez régulièrement. Moi, le premier, c'est parfois quand on nomme un manager ou un dirigeant à la tête d'une entité ou d'une équipe, on prend toujours un risque, c'est normal. Et on a envie que la personne réussisse. Donc, à un moment donné, si on est sur une personne de difficulté, on va mettre du coaching, on va mettre de l'accompagnement, mais il y a toujours un moment où on est trop long
à réaliser qu'on a fait une erreur. Et à ce moment-là, on fait du care par rapport à l'individu, mais on met en hyper-souffrance l'organisation. Et quand vous regardez aujourd'hui dans les organisations, des managers qui mettent en souffrance leurs équipes, c'est assez souvent des managers sur lesquels on n'a pas réussi à les accompagner pour des raisons X ou Y. Et à ce moment-là, le vrai care, c'est de prendre une décision courageuse de sortir la personne rapidement de son poste et de trouver une nouvelle dynamique pour l'équipe. Et ça, c'est quelque chose où, vous voyez, entre le care et l'exigence, eh bien, on a des problèmes de balancier, très souvent dans les grandes organisations, mais ça va plus loin. C'est que je pense que le vrai care par rapport à l'exigence, c'est la capacité de donner du feedback positif, constructif, mais aussi sur les axes d'amélioration. Et parfois, dans le care, on se dit, j'ai pas envie de lui faire mal. Oui, mais il a bien travaillé. Voilà, on confond parfois transpiration et inspiration. Donc voilà. Donc moi, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, c'est vraiment au cœur, je pense, des logiques d'entreprise. Et c'est au cœur de cet équilibre qu'on veut avoir entre un environnement inclusif, bienveillant, qui permette aux gens de s'exprimer, mais en même temps, cette exigence de performance qui finalement, on l'a vu encore une fois avec les Jeux Olympiques, la performance, c'est ce qui réconcilie tout le monde dans le fait qu'on est bon, qu'on avance, qu'on a l'exigence et qu'on a le final qui est la fierté du résultat. Chantal Paire de Fabré, comment manager les collaborateurs pour faire en sorte qu'ils se sentent durablement alignés avec l'entreprise et leurs propres aspirations? Oui. Alors, merci de cette question. Moi, je suis convaincue, même si ce n'est pas toujours facilement réalisable, que la mission de l'entreprise, elle doit être construite avec des collectifs et qu'elle ne doit surtout pas être très top-down, comme c'est quand même souvent le cas dans nos organisations. Voilà, si quelqu'un participe à la construction de la mission d'entreprise, c'est un processus qui est long, mais c'est forcément un processus gagnant, puisqu'à la fin, il va adhérer, bien sûr, à la mission. Donc, je replace à nouveau le sujet des collectifs. Et nous, je le disais tout à l'heure, on vise d'être un leader, alors on ne veut pas dire le leader, mais un leader de la finance responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez engageant, on peut le dire naturellement. Il y a pire comme mission, j'allais dire. Et donc, on travaille l'adhésion des collaborateurs à ça. Alors, comment on travaille? Alors, on a, je l'évoquais tout à l'heure, différentes entités. Et donc, on accompagne les entités en passant par les comités exécutifs jusqu'aux populations clés, jusqu'aux collaborateurs plus courants. On les accompagne dans l'engagement de leur collectif dans cette définition. Et on pense que c'est clé. Alors, toutes les entités ne souscrivent pas. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même un dispositif qui est extrêmement gagnant. Et donc, on voit dans ces entités qui mesurent, d'ailleurs, à travers les différentes enquêtes, qui mesurent comment la mission est comprise. Donc, on a des baromètres qui vont mesurer ça, comment la mission est comprise et comment chacun se sent acteur ou contributeur de cette mission. Et je pense que si on fait ça, on a des collaborateurs engagés. Voilà. On peut donc créer tout un tas de dispositifs autour de ça, mais c'est fondamental, ça ne peut plus être quelque chose de top-down, ça doit être forcément transverse et ça doit être vécu au quotidien. Et pour dire d'être vécu au quotidien, par exemple, je peux citer une action qui est super intéressante et super agréable, j'allais dire, c'est que, comme beaucoup d'entreprises, on a donné un droit à tous les collaborateurs de pouvoir contribuer à cette mission, notamment à travers un programme qui s'appelle 1 Million Hours to Help, où on donne aux collaborateurs la possibilité, sur leur temps de travail, d'aller accompagner des entreprises sociales pour la réalisation de leur job, de leurs ambitions, etc. Donc tous les collaborateurs peuvent entrer dans ce dispositif et donc peuvent contribuer. Bien sûr, ils peuvent contribuer au quotidien dans leurs équipes, en tant que manager, bien sûr, en tant que collaborateur. Mais voilà, ils ont aussi cette possibilité d'aller contribuer à l'extérieur à la mission de l'entreprise. Alors, je pense qu'il nous reste encore quelques minutes, mais peut-être, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Donc, Fouad Salah d'Engie, ma question, c'est sur... on parle de compétences, on a parlé tout à l'heure d'IA, on a parlé de compétences à la fois techniques, compétences comportementales qui sont clés dans le changement, dans l'évolution, dans le bien-être aussi du fonctionnement de l'organisation. Mais quand on voit concrètement, on travaille beaucoup sur de la cartographie de compétences plutôt techniques. C'est celles-ci qui sont plus faciles à mesurer, à cartographier. Tout ce les éléments avec lesquels on va alimenter nos IA sont des éléments de cette nature de compétences pour proposer des parcours, pour proposer
de nouvelles opportunités. Et comment, du coup, est-ce qu'on ne va pas reproduire ce schéma par une intelligence artificielle qui est très forte à reproduire des schémas, c'est son rôle, et comment l'orienter vers la partie comportementale et tout ce qu'on a dit de bien aujourd'hui. Je veux bien prendre la question. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des modèles de leadership. Donc, ces modèles de leadership, ils sont établis que sur des compétences comportementales. On a un dispositif qui est aujourd'hui réservé à certaines populations, mais on est en train de passer cela à l'échelle pour aller interroger dans un mode 360 les pairs, les collaborateurs, les N+1 des leaders, justement, pour regarder comment ces compétences sur lesquelles on les attend, comment elles sont observables. Donc c'est un dispositif vraiment de 180 ou 360 sur ces compétences-là, et on regarde comment elles sont observables, et on regarde qu'est-ce qu'on doit faire progresser. Et en fait, on se rend compte, quand on analyse les résultats, bien sûr pas individuels, mais collectivement, en fait, on se rend compte que c'est les collectifs qui ont des sujets, c'est la culture d'entreprise, souvent. Donc il faut faire bouger la culture d'entreprise sur certains sujets, on les a évoqués tout à l'heure, hein, la transversalité, le fait d'être plus inclusif, le fait de collaborer mieux, etc. Donc on se rend compte vraiment qu'on doit faire bouger les collectifs, et cette mesure des comportements, elle est vraiment très utile, et c'est pour ça qu'on veut l'étendre à plus. Je rajoute un élément qui est important. On est en train de travailler, donc on a un programme de talent qui s'appelle Leaders for Tomorrow, où avec des grilles justement sur les comportements, on identifie des collaborateurs que l'on va destiner, pour certains, à occuper des postes de top exécutif un jour. Donc il y a un système en entonnoir, donc tous ne vont pas le faire, mais c'est les potentiels, c'est donc le vivier de potentiels. Donc on est très rodé sur ce sujet, et on est en train d'ouvrir un autre sujet qui est plus difficile peut-être, c'est le sujet des experts. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens de chez Engie sur le sujet, parce que je sais que vous avez aussi travaillé sur ce sujet. Et donc on est en train d'ouvrir ce sujet, et qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans la grille d'identification? On n'a pas décidé de mesurer les compétences techniques, on a décidé de mesurer les compétences comportementales des experts. Donc, on va partir du postulat que ceux qui sont intuitivement positionnés sur des rôles d'experts, ils sont experts. Voilà, ils sont experts, et ils auront la volonté de se former pour suivre l'évolution de leurs expertises. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est ce qu'on cherche à faire. On est en pleine expérimentation, hein, c'est de regarder comment, et on a choisi la technologie comme première filière pour tester ça, quels sont les comportements de ces experts, de ces masters experts, sur quelles compétences soft il faut les faire travailler pour qu'ils soient des transmetteurs, notamment, du savoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour votre présence.